a été ministre de l'économie et des finances. Bonsoir Thierry Breton. Bienvenue, et vous présidez aujourd'hui une des entreprises du CAC 40, Atos. Atos, un géant de l'informatique et de la sécurité informatique, 13 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 salariés dans le monde. La donne va changer pour les grandes entreprises comme la vôtre qui travaillent à l'international. Elle va changer un peu plus. Écoutez d'abord Emmanuel Macron qui est revenu à Aix-la-Chapelle où il recevait son prix européen lors d'un échange avec les étudiants sur cette décision de Donald Trump à propos de l'Iran et ses menaces de sanctions pour ces entreprises. Beaucoup disaient, vous voyez, on n'arrive pas à convaincre le président Trump. Ça fait 1 an, je connais maintenant le président Trump. J'ai beaucoup de respect pour lui. On sait que nous avons une relation chaleureuse. Enfin, une relation chaleureuse n'est pas une relation de magicien. Quand il dit quelque chose en campagne, il le fait. Il l'a fait sur l'accord de Paris, il le fait sur l'accord iranien. Donc, j'avais compris qu'il allait le faire. Voilà, et qu'il allait brandir cette menace de sanctions supplémentaires qui, sauf surprise, devrait être adoptée. Atos, le géant Atos que vous dirigez, est-ce que Atos commerce et investit en dollars? On investit en dollars dans le monde entier, mais nous n'avons pas d'activité en Iran, précisément. Mais vous pourriez. Oui, on pourrait, effectivement, parce que après l'accord de juillet 2015, beaucoup d'entreprises, sollicitées du reste par les gouvernements, les 5 gouvernements signataires de cet accord, qui était un accord très important, ont incité leurs entreprises à aller investir en Iran. Mais vous vous êtes méfié? Eh bien, on a un peu attendu. D'abord, il faut avoir des opportunités. Et je comprends très bien ceux qui y sont allés. Encore une fois, je ne porte pas de jugement. On a attendu. On a voulu regarder un peu comment les choses se passaient. La situation en Iran est une situation qui n'est pas stabilisée. Et on le voit bien aujourd'hui avec le président Rouhani qui est quand même très affaibli. Et puis l'accord était un accord pour 10 ans. On a un peu attendu. Quand le président Trump a gagné les élections aux États-Unis, on sait qu'une partie significative de ces électeurs qui l'ont porté au pouvoir font partie des 28 ou 30% des électeurs américains qui ont gardé un souvenir très amer de ce qui s'était passé en 1979 avec la crise iranienne sous le président Carter, on s'en souvient. C'est une fracture encore très forte aux États-Unis. C'est vrai qu'on a préféré attendre. Est-ce que vous, qui êtes au carrefour de la politique, qui avez bien connu ces négociations politiques et de l'économie internationale, vous pensez que la France et que l'Europe ont les moyens de s'affranchir de ces nouvelles sanctions américaines? Les États-Unis vont tout faire pour interdire le commerce et l'investissement avec l'Iran. Est-ce qu'on peut les défier sur ce terrain-là? Je crois qu'il ne faut pas se cacher. Cette décision du président Trump est une décision qui sera lourde de conséquences. C'est un moment, je pense, assez grave dans l'histoire, notre histoire. Il va se passer évidemment des choses. On le voit du reste dès aujourd'hui à la frontière syrienne. Et on en parlera avec évidemment le Likoud qui est en campagne. Je parle évidemment des Israéliens, Benjamin Netanyahou. On voit que la région risque d'être plus déstabilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, c'est pour l'aspect géopolitique, que ce soit évidemment au Liban, au Yémen, parler de la Syrie. Mais derrière, il y a aussi les sanctions. Alors là, c'est quand même une autre dynamique, une autre dimension. Comme l'a rappelé Emmanuel Macron à l'instant, alors qu'il était à Aix-la-Chapelle, c'est pas une surprise. Il l'a dit du reste. Le président Trump a été extrêmement lisible. Il est très lisible. Il a été élu sur quelques points. Il les tient les uns après les autres. À noter cependant que certains de ces points consistent à détricoter, si je puis dire, ce qu'a fait Barack Obama. Mais est-ce qu'on peut s'affranchir, nous les Européens, de ces sanctions? Alors, s'affranchir, certainement pas, pour beaucoup d'entreprises. En tout cas pas aujourd'hui. Parce que la quasi-totalité des grands groupes, je parle des grands groupes qui sont allés investir effectivement en Iran, ont des activités partout dans le monde, et en particulier aux États-Unis. Quand on est à la tête d'une entreprise, David Pujodas, on ne fait pas de politique, par définition. Une entreprise, c'est pas fait pour de la politique. C'est une entreprise, c'est fait pour servir ses clients, ses salariés, ses actionnaires. Et donc, on doit préserver les intérêts de l'entreprise partout où elle opère. C'est la raison pour laquelle, très vite, vous allez voir, et c'est sans doute ce que cherche le président Trump, les entreprises qui sont aujourd'hui en Iran, et qui ont des intérêts aux États-Unis, aller négocier, une par une,
avec l'administration américaine. Je pense même que l'administration américaine va ouvrir sans doute une sorte de guichet, si je peux m'exprimer ainsi, de façon à les accueillir. Et puis on va négocier, ils vont négocier des délais. Mais à la fin, j'ai aucun doute que les sanctions seront appliquées, sauf, évidemment, et c'est là où il y a un enjeu de vitesse, si effectivement les Européens ont une réponse coordonnée et puissante. Mais on voit qu'il faut aller très vite. Alors, c'est pas seulement anecdotique, vous étiez un des 2 patrons français à assister, à être convié au dîner d'État à Washington il y a quelques jours, avec Donald Trump et Emmanuel Macron. Ce genre de dîner, c'est purement convivial ou on parle politique aussi? Ah non, les discours ont été des discours extrêmement politiques, aussi bien du reste de la part du président Trump, de Donald Trump, que d'Emmanuel Macron. Donc on parle des vrais sujets. D'abord, chacun, évidemment, s'adresse à l'ensemble des convives, fait passer, évidemment, des messages. D'abord, évidemment, un voyage d'État, c'est un moment important. C'est un moment où on veut, quelque part, célébrer le pays qui vient, et le président, évidemment, et ses invités. C'est évidemment un moment symbolique. Donc il est clair que le président Trump a envoyé un message. Je dirais c'est le premier voyage d'État, en fait, pour lequel lui-même accueillait un président ou un dirigeant en exercice, étranger, à la Maison-Blanche. Donc c'était important. Vous avez pu lui parler? Oui, bien sûr, oui. Vous avez parlé de quoi? Emmanuel Macron m'a présenté au président, et puis on a parlé. Il se trouve que ce jour-là, nous avons signé un accord très important avec Google pour protéger les données des Européens sur le territoire européen, en utilisant notamment les technologies d'intelligence artificielle de Google. On a parlé notamment de ça. C'est un sujet qui m'est cher, la protection des données pour les Européens. On voit du reste que l'extraterritorialité à laquelle vous faisiez indirectement allusion tout à l'heure, qui va frapper les entreprises qui ne respectent pas Lex Americana. Oui, c'est un système qui est un peu particulier. Il faut en les lois américaines s'appliquent au-delà du territoire. Elles s'appliquent au-delà du territoire américain dès lors qu'il y a effectivement un contact. Ça peut être vrai aussi pour les données des entreprises européennes. Et là, on voit qu'il faut vraiment qu'en Europe, on ait un corpus qui fasse en sorte que les entreprises européennes puissent avoir un système, je dirais, juridique qui soit le système européen et rien d'autre. Enfin, il y a du travail. Oui. En France, cette semaine a été marquée par les 1 an d'Emmanuel Macron. Il y est revenu, là aussi, à Aix-la-Chapelle tout à l'heure. Écoutez. J'entends aussi celles et ceux qui, en Allemagne, disent « Ne cédons pas aux sirènes de cette France que nous connaissons trop bien. Ces gens-là ne sont pas sérieux, ils n'ont pas fait leurs réformes et la France nous demande une Europe qui serait à sa main en quelque sorte. Elle veut une Europe pour elle, une Europe qui financera ses déficits, une Europe qui lui permettra de faire les réformes qu'elle ne sait pas faire. Mais réveillez-vous, la France a changé, elle n'est plus la même. Et c'est le choix du peuple français qui a eu, il y a 1 an maintenant, presque jour pour jour, un choix clair à faire, dont je suis le dépositaire et rien de plus. Bilan après, la France a vraiment changé, Thierry Breton, de votre poste d'observation. Oui, c'est incontestable. L'image de la France à l'étranger, oui, mais enfin, vous savez, en politique, l'image, c'est important. Et il est incontestable que l'image de la France a changé radicalement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et pour vous, comme chef d'entreprise? Pour nous, le climat, évidemment, a changé. D'abord parce que pour nous qui avons besoin d'actionnaires, et on sait que les actionnaires qui sont les actionnaires des grandes entreprises françaises sont beaucoup des actionnaires anglo-saxons, le fait que la France soit de nouveau perçue comme un pays qui, comme Emmanuel Macron vient de le dire, qui se réforme, qui, je dirais, se réinscrit dans le monde, et en particulier qui comble un peu les retards par rapport à ses homologues européens. C'est important parce qu'on revient à investir en France à travers nous. Et ça, c'est absolument important. Il y a un moment important pour Emmanuel Macron en ce moment dans sa marche dans les réformes, c'est la réforme de la SNCF. Vous connaissez ces problématiques de transport. On dit qu'il y a de la brutalité dans sa façon d'opérer. Est-ce que vous pensez qu'il a péché peut-être par brutalité ? Écoutez, je pense que d'abord les choses étaient prévues, elles étaient programmées. Donc il a annoncé les choses assez vite.
Je ne dirais pas que c'est de la brutalité, en tout cas c'est pas perçu comme ça, et c'est certainement pas perçu comme ça par l'opinion. Si on en croit les sondages récents, l'opinion publique, elle est en faveur des réformes du gouvernement, et en particulier sur la SNCF. Donc on ne le perçoit pas comme ça. Alors bien sûr, il y a derrière des combats que l'on connaît. Moi je pense qu'ils vont finir par s'épuiser, et que la réforme passera. Alors, il y a un autre conflit, c'est celui d'Air France. Et vous allez comprendre pourquoi j'aborde ce sujet. D'abord, il s'est passé quelque chose d'assez inédit à Air France. Le PDG, Jean-Marc Janaillac, qui engage sa responsabilité d'une certaine manière à travers le référendum. Et voici ce qu'il disait donc il y a quelques jours, à l'issue de ce référendum, qui a désavoué son accord sur les salaires. 13 journées de grève et plus de 2 mois de conflit ont affaibli Air France, compromettant sa performance et son avenir. C'est un immense gâchis qui ne peut que réjouir nos concurrents, fragiliser nos alliances et déboussoler nos équipes. La démission prend effet aujourd'hui. Air France est sans PDG. Votre nom a beaucoup circulé pour reprendre Air France. Est-ce que vous êtes intéressé? J'étais pas au courant, vous voyez. Alors voilà, je dis tout de suite, pas au courant, donc non. Vous êtes bien à Atos et... Très bien à Atos, mais vous voyez, si vous permettez, Jean-Marc Janaillac a été un bon président. Il y a eu aussi beaucoup de non-compréhension de ce qui se passait. C'est vrai que Air France a dégagé des bénéfices l'année dernière, mais quand on regarde les choses, bien sûr, c'est les efforts des uns et des autres. Mais c'est vrai aussi que le prix du baril de pétrole, qui était très bas, a beaucoup joué. Il a pratiquement doublé depuis l'année dernière. Ça veut dire que rien que les bénéfices de l'année dernière qui ont été faits, en particulier sur des prix de baril bas, ils sont effacés aujourd'hui. Puis derrière, il y a les grèves. Donc je crois qu'il y a une urgence absolue. Il y a une urgence absolue à ce que l'entreprise se réforme. C'était ce qu'avait initié Jean-Marc Janaillac. Mais sans vous. Ce sera si on a bien compris, d'aller de l'avant. Un mot encore, l'autorité des marchés financiers indique que vous avez vendu pour 10 millions d'euros d'actions Atos de votre entreprise. Alors c'est tout à fait légal. Atos a doublé de valeur ces dernières années. Vous y avez contribué, multiplié par 5 la valeur depuis votre début de mandat. Ça, oui. Mais vous savez qu'il y a cette question des inégalités qui taraudent les Français, des rémunérations, des revenus. Et ces différences de revenus sont-elles explicables? Alors les choses sont très simples. J'ai décidé de donner l'exemple chez Atos. Et je me suis endetté. Je suis l'un des seuls présidents du CAC 40 qui s'est massivement endetté pour donner confiance aux investisseurs lorsque je suis arrivé, et ensuite tout au cours de mon mandat. Et désormais, tous les ans, à la même période, je cède une partie de mes actions. Vous êtes endetté pour acheter les actions, et je les cède donc, et ce montant sert à rembourser une partie de mes prêts et à payer les impôts pour le reste. Vous êtes arrivé, vous avez dit je m'endette pour acheter un paquet d'actions, et vous les revendez petit à petit pour rembourser mes prêts pour l'instant. Donc pour l'instant, je n'ai rien dans ma poche directe, ça va dans la poche de l'État et dans la poche des banques auprès desquelles je me suis endetté, mais j'estime que c'était un bon signe que de le faire.